monde. Canap 54, Canap 54, Canap 54, Canap TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste, culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums. Bonsoir et bienvenue à votre émission Géopolitics, notre émission, notre rendez-vous de chaque soir où nous traitons l'actualité du continent africain. Nous avons le plaisir encore une fois ce soir de parler de la République démocratique du Congo. Comme nous l'avons toujours dit, ce pays est très important, sur le continent africain. Comme l'avait dit Franck Fanon, que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouvait au Congo, le Congo démocratique. À quoi servirait cette gâchette si elle n'est pas bien utilisée? Cette gâchette qui se trouve au centre de l'Afrique. Et la même gâchette est justement qui fait déclencher le développement du continent et du monde. Mais lorsque la gâchette est mal utilisée, mais lorsque la gâchette se trouve dans les mains de mauvaises personnes, mais elle risque justement de disparaître un jour ou d'être utilisée pour d'autres fins. Le Congo qui a cette gâchette, les Congolais qui sont titulaires justement et utilisateurs de cette gâchette, est-ce qu'ils comprennent le sens? Est-ce qu'ils comprennent même la signification de ce que Franck Fanon avait dit? Si seulement si ceci était vrai. Mais nous avons la précision en tout cas que le Congo, c'est la gâchette du monde. Simplement que les Congolais probablement ne comprennent pas le pourquoi Dieu a créé cet espace que l'on appelle le bassin du Congo, où il a placé un peuple. Et ce peuple, pour certains en tout cas, sera un peuple amorphe. Pour d'autres, un peuple guerrier. Pour d'autres, un peuple éveillé. Pour certains en tout cas, disent c'est un peuple qui ne comprend pas ce qu'il veut. Et voilà. Ce soir, nous allons parler de la situation qui concerne le Congo démocratique. Ce pays ravagé depuis une vingtaine d'années par une insécurité criante. Cette insécurité a une cause. Cette insécurité a des origines. Et ces origines, justement, nous allons essayer de les analyser ce soir avec le panel d'invités que nous avons sur notre duplex de ce soir. En duplex, ce soir, nous avons 3 invités. Vous en avez déjà reconnu, vous allez déjà reconnaître 2 parmi eux. Mais il y a un 3e qui s'ajoute ce soir, qui a aimé les précédentes émissions, qui a voulu justement donner son expertise sur la situation de la République démocratique du Congo. Et donc, tous les 3 sont des citoyens congolais. Et donc, je commence par le premier, qui s'appelle Monsieur Nkaka Yambuya Mukungu Mfumu,
Il est président du mouvement Sauvons le Congo. Messieurs, bonsoir. Monsieur Nkaka. Bonsoir, monsieur Rémi. Voilà. Merci. Bienvenue justement à participer à cette émission Géopolitics. Comme je vais de l'annoncer, nous allons parler de la situation relative à l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Ensuite, nous allons recevoir également Monsieur Pascal. Monsieur Pascal Kamani, qui est analyste politique. Vous l'avez déjà suivi lors de la précédente émission. Il a donné son analyse sur la thématique qui a été analysée lors de la précédente émission. Enfin, nous avons monsieur... nous avons le troisième invité, c'est monsieur Martin. Non, Martin Kwenge n'en est pas aujourd'hui, c'est plutôt Christophe Massamba. Christophe Massamba, c'est un homme politique. Il est pointu dans ses analyses. Et lorsqu'il fait son analyse, c'est en tant que politique. Ce n'est pas un analyste, mais c'est un homme politique qui analyse la question. Et donc, lui, c'est un sujet qui nous intéresse parce que, comme il est dans le monde politique, il va falloir qu'il nous explique en quoi la gâchette congolaise est mal utilisée. Parce que nous constatons effectivement que l'insécurité ravage ce pays. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Voilà, Bonsoir. merci en tout cas à vous trois de vous joindre à cette émission ce soir. Merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Merci à tous ceux qui nous ont écrit tout à l'heure. Nous posons la question sur le retard de ce soir. Simplement, nous avons connu un problème technique. Donc, nous nous en excusons en tout cas pour le respect que nous vous devons par rapport à votre fidélité. Nous vous en sommes en tout cas très reconnaissants. Merci en tout cas. Voilà, pour commencer notre émission, je vais prendre le premier, parce que nous allons commencer par évoquer les problèmes liés aux causes lointaines de l'insécurité en République démocratique du Congo. Alors, pour bien faire les choses, commençons déjà par notre invité. Le premier, celui qui vient pour la première fois à cette émission, qui est Monsieur donc Nkaka. Monsieur Nkaka, vous êtes le bienvenu à cette émission et nous vous demandons de donner le topo, de donner le go à notre émission. De vous donner. Allô? Allô, monsieur Jérémy? Monsieur Rémy? Monsieur Pascal Kamani, pouvez-vous réagir à cette question, s'il vous plaît? Oui, bonsoir, bonsoir, monsieur Rémy. C'est vrai qu'il y a eu une coupure, je n'ai pas vraiment bien suivi Je n'ai pas compris l'émission, enfin la question, mais je voulais. Oui, la question, nous sommes en train de vouloir évoluer dans le conducteur de l'émission. Okay. Nous voudrions analyser la question liée aux causes lointaines de l'insécurité en République démocratique du Congo. Pourquoi ce pays est frappé par cette question de l'insécurité? Pourquoi l'insécurité? Ça voudrait dire que le pays n'est pas bien gouverné. Oui, je dirais oui. Oui, le pays n'est pas bien gouverné, mais s'il faut parler de causes profondes ou de causes principales qui sont à la base justement de cette insécurité, je dirais généralisée et surtout particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, moi, je pense qu'on tire les causes à partir de l'extérieur, en fait, puisqu'il y a toujours cette puissance qu'on appelle invisible avec des multinationales, de cartels de criminels économiques qui ont pris en quelque sorte l'Afrique en otage. Ils sont attirés par la patence de richesses naturelles que regorge la République démocratique. Derrière, il y a tout un projet, je dirais, machiavélique. Il y a tout un système invisible, un système malsain qui est à la base un peu de cette situation, je dirais même catastrophique, puisqu'il y a, on peut parler même de génocide
en République démocratique du Congo. Et surtout, on s'inquiète de l'indifférence de la communauté internationale. Voilà. Ah, Monsieur Christian Massamba, pour commencer l'émission, on est en train de faire le tour. Oui, pour moi, il y a des causes lointaines et puis les causes qui sont proches, qui nous sont proches. Mais les causes lointaines proviennent déjà, il faut parler déjà de la colonisation. Sur le plan stratégique, le Congo, c'est un pays important. Vu sa création, comment ce pays a été créé, ce pays est capital pour le monde entier, à partir déjà de la conférence de Berlin, qui était au départ la conférence sur le Congo, pour devenir ensuite la conférence de Berlin. Quand le Congo a été créé, le fait même d'avoir un espace comme ça, qui a été à l'origine de la conférence, pour éviter que les Occidentaux, en tout cas les colonisateurs, s'étapent dessus, ils ont décidé que le Congo serait un territoire international. Donc le Congo fonctionne comme une société multinationale qui appartient à un consortium dans lequel on a trouvé plusieurs entités, dont le roi de Belgique, le roi Léopold, qui a eu la charge de gérer ce Congo pendant une époque. Ensuite, cela est passé à la Belgique. On ne va pas revenir sur cette histoire, mais cela prouve déjà que le Congo était capital. Quand il y a eu la révolution industrielle, la première révolution industrielle sur l'automobile, il fallait le Congo. Le Congo a permis d'avoir le pneu avec le caoutchouc. Ensuite, on a eu la Deuxième Guerre mondiale et pendant la guerre, le Congo a été à l'origine, en tout cas, a donné une part de lui-même pour la conception des 2 bombes atomiques qui ont, on va dire, quelque part, coupé court à la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Par la suite, on a vu aussi la révolution numérique avec l'informatique. On a vu le coltan et c'est toujours le Congo. D'ailleurs, même dans l'aéronautique, on a retrouvé la même chose avec le cobalt pour les fusées parce que c'est une matière très importante. Et encore dans l'avenir, on a besoin du cobalt pour les batteries, pour la révolution, comment on va dire, pour la révolution écologique. Nous avons besoin pour l'électricité avec de l'énergie propre. Donc, on aura encore besoin du Congo. Donc, ce pays-là est capital. C'est même le pays, on va dire, le pays le plus convoité du monde, puisqu'il concentre à lui-même beaucoup trop de potentiel. Il a un potentiel, et c'est un concentré, on va dire, du tableau de Mendeleïev, qui fait que, déjà, de ce côté-là, c'est un pays important. Et dans son importance, le monde entier veut avoir le Congo avec lui, parce que c'est à partir du Congo qu'on peut aller plus loin. D'ailleurs, on a vu, avec les révélations d'indépendance, on a compris que le Congo n'était pas préparé aux indépendances parce que l'élite n'avait pas été préparée. Justement, quand les Belges disaient que ventre plein comme un peuple content, c'est pour dire qu'il avait besoin des gens, des mains pour exploiter, mais il n'avait pas besoin des gens pour réfléchir. Voilà déjà, on arrive au moment des indépendances, tout a été improvisé. Il faut savoir aussi que au Congo, en 1954, le seul mouvement culturel qui revendiquait des choses plus ou moins liées à la politique, c'était la BACO, un seul mouvement.
Et c'est quand l'indépendance arrive à la suite de trop de revendications, vers 1957, que les 58 d'ailleurs, que à l'occasion des premières élections locales, que nous allons avoir les gens qui étaient dans des associations, multiples associations, plutôt parfois liées à leurs écoles ou bien aux syndicats, c'est mieux en parti politique. Donc cela a fait que les gens n'étaient pas préparés pour aller aux indépendances. Malgré tout, nous avons obtenu l'indépendance le 30 juin avec ces difficultés. Donc ça fait que pour la gestion du pays, ça a été très compliqué. Donc ça, c'est une première partie. Mais la deuxième partie, c'était la crise en 1960. C'est le premier pays, je crois, au monde où le Premier ministre a été assassiné. Le Premier ministre a été assassiné, donc décapité. Et puis, le pays est tombé dans une crise pas possible. Et là, on aura la première mission des Nations Unies. Et cette première mission des Nations Unies, les Nations Unies qui n'avaient pas voulu répondre à l'appel de Lumumba, qui viendra maintenant quand les choses évoluent d'une certaine façon et que le Congo commence à un peu prendre le dessus. Et les Nations Unies viendront pour arrêter les Katanga et dire que voilà, remettez-vous ensemble. Et puis maintenant que celui qu'on voulait faire disparaître a disparu, maintenant il faut aller de l'avant. Donc on a remis encore ces gens ensemble. Donc ce qui fait que on est sorti d'une crise après l'assassinat de Lumumba, dans une crise où les Congolais se sont cherchés. Mais arrivé en 1965, c'est encore la crise parce que Mobutu prend le pouvoir. Et avec la prise du pouvoir de Mobutu, c'est une longue période on va dire de stabilité, parce que pour eux, c'est une stabilité. Mais pour le Congo, c'est une période noire, obscure, où beaucoup de choses se sont succédées. Je crois qu'on va revenir là-dessus. Et jusqu'au départ de Mobutu, c'est encore cette guerre où il fallait chasser Mobutu par la guerre. Et c'est l'affaire du Rwanda et l'Ouganda, utilisée par les anglo-saxons, qui arrive au Congo et qui nous refont ce qu'on a eu avant de façon encore plus démultipliée, on va dire, de façon exponentielle. On a eu voilà. Cette affaire. Donc, on va peut-être continuer pour aborder les partie par partie ce qui s'est réellement passé. Mais la problématique, vraiment, elle est là. Nous n'avons pas été assez préparés, ni avant, ni aujourd'hui. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, avant de donner la parole à M. Yambouya tout à l'heure, M. Nkaka Yambouya, vous avez parlé de la stabilité sous Mobutu. Vous faisiez allusion à quelle stabilité là? Vous voyez, vous parlez de la stabilité au niveau national, au niveau politique, économique. À qui faisiez-vous allusion? À quoi faisiez-vous allusion? La stabilité dont vous avez fait mention tout à l'heure. La stabilité, en fait, c'est quand les choses ne bougent pas, on dit que c'est stable. Donc, quand quelque chose ne bouge pas, c'est stable. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu, on a eu certes des guerres, mais on n'était pas dans, on était dans un bloc, les pays étaient dans, comment dire, dans ces 9 frontières. Donc, on était à l'intérieur de nos frontières, les choses n'avaient pas bougé parce que la guerre froide avait voulu que ce soit ainsi. D'ailleurs, je crois que le monde est divisé en espaces d'influence et cet espace d'influence-là, je crois que la partie, c'est la partie qui était contrôlée par la Russie avait compris que bon, chacun a son espace d'influence, on va rester comme ça jusqu'au moment où les choses vont se gâter, on va se remettre à se battre pour reprendre les choses d'une autre façon. Mais c'est ça, c'est une stabilité, je dirais, sur le plan des frontières, c'était stable. Mais on ne va pas dire que c'était la paix la paix que nous voulions. Nous ne voulions pas une paix des cimetières. Hein? On ne voulait pas une paix de cimetière. Loin de là. On voulait une paix avec la prospérité. C'est ce qu'on n'a pas eu. Mais néanmoins, dans les 9 frontières, on peut appeler ça stabilité. Voilà. Monsieur Nkaka Yambouya, tout à l'heure, nous avons eu un petit souci
à vous connecter justement pour commencer l'émission. Vous êtes Oui. un homme politique également parce que vous êtes président de Sauver le Congo. Sauver le Congo, c'est un parti politique ou un mouvement politique ou une plateforme politique? C'est un mouvement socio-culturel. Voilà. Qui a quelle, Donc, qui c'est a un quelle mouvement fonction, quel rôle, quelle socio-culturel. activité en son sein? Les activités, nous faisons des activités culturelles et sociales. Donc, je voudrais préciser, M. Rémi, parce que nous, pour nous, les Africains en général et les Congolais en particulier, quand on parle de la culture, c'est la culture qui englobe tout en fait. La politique, c'est une culture. Les social, dans tous les pays au monde, a ces modèles politiques. Normalement, tous les pays au monde doivent avoir ces modèles, plutôt son modèle politique, social, économique. Mais nous, aujourd'hui, quand on parle de la politique, on voit c'est comme si la politique, c'était pas une chose, c'était pas une culture en fait. Vous voyez, donc la démocratie, par exemple, la démocratie, c'est un modèle d'une culture politique. Donc, bref, voilà, c'est un peu ça. Quand on parle de la culture sociale, donc on fait de la politique. Raison pour laquelle aujourd'hui, on nous a ramené des partis politiques inconsciemment, sans qu'on les sache, comme Christophe disait tout à l'heure de l'instabilité de Mobutu, je vais compléter. Alors, je vais dire ceci, par rapport à votre question que vous avez posée pour le début de l'émission, les véritables causes du conflit en République démocratique du Congo dans notre pays. Le véritable moi, cause je de dirais l'insécurité. Nous parlons d'abord de l'insécurité. Les causes lointaines de l'insécurité. Oui. Ouais, ben, c'est ça que j'ai dit, M. Rémi. Les causes lointaines de l'insécurité, eh ben, c'est ça, et évidemment. Si je vais dire, pour ne pas revenir à ce qui se passe aujourd'hui, je pourrais dire déjà, quand il y a eu la déstabilisation du pays des Grands Lacs en avril 1994, aujourd'hui même, je venais de suivre tout à l'heure au TF1, journal français, à 20h, aujourd'hui même, on a remis à Emmanuel Macron, le président français, un document de 1400 pages qui justifie que les Français ont été ce sont eux qui ont fomenté les causes qui ont poussé les Hutus de tuer 800 000 Tutsis. C'est ça qui a commencé à déstabiliser les pays des Grands Lacs. Donc voilà, à part ça, si nous voulons reculer un peu, nous dirons que depuis 1937, comme venait de dire M. Christophe, la colonisation belge avait déjà déversé depuis 1937 plusieurs populations rwandaises à l'est du Congo. Il y a eu encore vers 1950, 1953, 1960, 1965, les guerres qu'on a appelées les guerres des Kanyarwanda au Rwanda. Et à partir de là encore, l'administration belge à l'époque, ils avaient aussi déversé plusieurs par rapport à l'ONU. Ils avaient déversé plusieurs populations rwandaises à l'est de notre pays. Et puis voilà, c'est ça qui fait que aujourd'hui, quand on est arrivé à la déstabilisation des pays des Grands Lacs en 1994, et voire même encore la guerre qui s'est profilée le mardi 16 octobre 1994, c'est ça qui a fait qu'il y ait vraiment l'instabilité, l'insécurité à l'est du Congo. Donc voilà, surtout proprement dite, quand il y a eu la guerre génocide rwandais, c'est que les Français, la communauté internationale, ils ont fomenté pour déstabiliser la région du Grand Lac. Il y avait eu 2 millions de Hutus rwandais qui avaient fui le Rwanda. Il y avait des militaires bien armés jusqu'aux dents qui avaient fui les militaires de l'armée de Habyarimana avec la population civile qui était à l'est, et l'ONU demandait, et Kagame, lui qui était arrivé au pouvoir, il demandait à l'administration mopoussienne de désarmer
les soldats qui étaient venus de l'armée d'Abiyarimana, de les désarmer, et l'administration mobutusienne, ils n'avaient pas désarmé les militaires d'Abiyarimana qui étaient rentrés à l'est du Congo après avril 1994. Donc voilà un peu les causes de l'insécurité. Si au moins l'administration mobutusienne avait désarmé quand l'ONU et le Kagame qui demandaient à Mobutu de désarmer tous ces soldats d'Abiyarimana, peut-être on n'aurait pas dit peut-être parler de tout ce qui s'est passé aujourd'hui, mais voyons voir cette population rwandaise qui avait fui la guerre qui était entre les Hutus et les Rwandais. Et c'est ça surtout qui a causé l'insécurité parce que les Rwandais là, et aussi ils avaient formé leur campement à cette époque à l'est du Congo. Donc voilà, ainsi que la guerre aussi du 16 octobre 1996 qu'on a parlé, les Tutsis d'Isaïe qui avaient attaqué Mobutu pour les faire fuir, tout consort. Donc voilà, bref, ce que je pourrais dire pour l'insécurité, si on revient un peu lointain, qui est en train de se passer jusqu'aujourd'hui. Voilà. Lorsque nous avons préparé cette émission en parlant des causes lointaines, comme l'avait dit tout à l'heure M. Christophe Massamba, il est quand même remonté à l'époque d'avant l'indépendance de la République démocratique du Congo. Il a parlé justement de la question relative au ton de l'indépendance, l'assassinat de tout premier ministre Patrice Emery Lumumba, et il a sous-entendu quelque part effectivement que le malheur du Congo venait déjà à partir de ces moments-là. Donc, s'entraînait déjà avec le colon belge un conflit entre le Congo, les nouveaux dirigeants du Congo en tout cas, et le pays colonisateur. Voilà, ça pouvait être, c'est un élément, c'est un soubassement justement qui va entraîner comme conséquence tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Mais est-ce que vous-même, M. Yambouya, est-ce que vous êtes d'avis que au temps de Mobutu, il y avait une certaine accalmie, il y avait quand même une certaine... le Congo le Zaïre à l'époque avait connu une certaine période d'accalmie sur l'angle, en tout cas, de la sécurité dans ce pays. Êtes-vous d'avis? Oui, il y avait la sécurité. À l'époque de Mobutu, il y avait quand même la sécurité. Mais malheureusement, l'armée n'a pas été vraiment bien structurée dans le sens que les militaires, les généraux, les colonels, tous les corps d'armée, armées terrestres, aériennes, navales, tous ces militaires, sur le plan social, ils n'étaient pas bien rémunérés. C'est ça qui a causé que l'abandon de l'armée de se retirer et pour ne pas défendre l'intégrité territoriale du pays. Donc voilà, à la base, c'est ça, suite au manque de social de corps d'armée, armée terrestre, armée aérienne, armée navale, et les militaires, ils étaient mal payés, et on a vu à un certain moment, même les généraux, ils prenaient même des monteurs, c'est ça qui a été même témoigné dans les livres de Ngwanda, M. Ngwanda qui venait de nous quitter pas si longtemps, paix à son âme déjà, voire même pas une semaine, déjà vous avez fait une émission sur ça, et cette armée de généraux qui même démontaient des monteurs dans des chars de combat pour aller mettre dans les balnéaires et faire des commerces tout autour du fleuve Congo, et puis voilà, donc c'est ça, donc s'il y a eu l'insécurité aussi, prenons l'exemple quand il y a eu la guerre du 16 octobre 1996, quand les Tutsis, ils ont attaqué à partir d'ici, et ils ont attaqué les Zaïre à cette époque, pendant des semaines, on a décrété l'agression rwandaise, et tout à coup, on a trouvé à Bukavu, Laurent Désiré Kabila a été sorti, après, ils ont commencé à attaquer les pays, et puis l'armée, il était à l'abandon de tout ça. Il disait, bon, Laurent Désiré Kabila, venez parce que nous sommes fatigués, nous sommes impayés, nos vies sociales ne sont pas bien, nous ne vivons pas, on n'a pas un bon social avec nos familles. Et ils avaient abandonné tout ça, et que les insurgés, Laurent Désiré Kabila avec sa bande de Rwandais, de prendre les pays.
Donc, l'armée zaïroise n'avait pas combattu cette guerre. Vu leur situation sociale, déjà, moi, comme je suis là, mon père fit un pilote de Mobutu en 1994, plutôt en 1984, il avait pris fuite. Il était parti en Italie pour aller témoigner tout ce qui s'est passé déjà dans l'armée, dans la force armée zaïroise à cette époque. Et il disait déjà quand il pilotait avec des hélicoptères Gazelle, à cette époque déjà vers 1982, il soutirait les pétroles, donc les kérosènes dans l'hélicoptère pour aller vendre vers l'Injil brasserie, tout comme ça, parce que déjà en 1982, il n'y avait pas les soldats, les forces zaïroises, ils n'étaient pas bien rémunérés. Donc voilà, il y avait quand même la sécurité, mais après un certain moment, l'armée avait cédé parce que leur vie sociale, elle ne correspondait pas à leur fin. Donc voilà, c'est ça. Voilà, M. Yambouya Mukongo Mfumu, hein, vous avez retracé l'histoire lointaine de ce conflit jusqu'à mentionner justement l'épisode de votre père, dont on a la mémoire en tout cas encore très fraîche de ces différents témoignages au temps où il a justement été très actif dans ce milieu-là. C'est très bien quand même de le rappeler à tous ceux qui nous suivent pour le moment. Et il est très important que nous retenions des noms des gens qui ont marqué l'histoire de ce pays. C'est normal. Voilà. Donc, maintenant, nous allons voir avec tout le panel, en tout cas, la deuxième partie de cette émission. La deuxième séquence, c'est dans la première partie de l'émission où nous posons même une question. Oui, il y a des causes, il y a des conséquences, mais il y a l'Organisation des Nations Unies qui a délégué, qui a dépêché justement au Congo démocratique ce qu'on appelle aujourd'hui la MONUSCO. On est parti de la MONUC, on est passé par ONUC, aujourd'hui la MONUSCO. Mais que fait cette organisation en République démocratique du Congo, cette organisation qui est venue pour soulager la misère du peuple congolais? Qu'est-ce qu'elle fait réellement au Congo depuis une vingtaine d'années que le Congo est en train de connaître l'une des crises, en tout cas, inédite dans ce pays. Monsieur Christophe Massamba. Monsieur Christophe Massamba. Bon, de toute façon, la MONUSCO, c'est a comme l'ancêtre l'ONUC, mission. Ce que nous vivons avec la MONUSCO aujourd'hui est dans la tradition de la première mission qu'il y a eu au Congo, qui s'appelait l'ONUC. Cette mission qui était arrivée au lendemain des indépendances, quand les troubles qui ont coûté la vie à Lumumba et à beaucoup de nos compatriotes, cette mission a joué un rôle capital dans le pourrissement de la situation de la RDC. Et on a vu qu'est-ce qu'il n'y a pas eu comme manipulation. D'ailleurs, il faut se rappeler qu'il y a eu le décès par accident, où certains, on n'a jamais réussi à prouver que cet avion de Dag Hammarskjöld était abattu. Mais c'est la première fois qu'on avait une mission des Nations Unies, pour une mission des Nations Unies qui opérait en RDC, qui est l'ONU, dont la solution au Congo était compliquée, avec l'implication directe du secrétaire général des Nations Unies. Le secrétaire général des Nations Unies est mort. Et cette situation a mené après à la fin, quand Lumumba est mort et qu'il n'était plus question de continuer parce que c'est lui qu'il fallait disparaître est parti. C'est l'ONU qui a demandé à calmer les choses et les choses se sont remises dans l'ordre. Et par après, on sait que les mêmes Nations Unies ont poursuivi jusqu'à arrêter les gens et à combattre tous ceux qui luttaient encore, qui avaient encore dans leur cœur l'idée que l'indépendance, qui partait, il fallait absolument la récupérer. Et on a vu
le rôle des Nations Unies. Donc, le Congo, la RDC n'a jamais eu de chance avec les Nations Unies. La MONUSCO, qui est une mission de stabilisation de la RDC, avec environ plus de 16 000 soldats, bien rémunérés, fonctionne en fait comme un groupe qui accompagne en fait la situation difficile que connaît le Congo sans trouver de solution. Oui, mais à quoi consiste alors sa présence? En quoi consiste la présence? Pourquoi le gouvernement congolais n'a jamais fait des objections claires justement pour arrêter carrément sa présence au Congo? Parce que en y étant pendant 20 ans sans apporter des solutions, jusqu'au temps de la MONUC, l'ONUC et tout ça, il n'y a jamais eu de solution comme vous le mentionnez. Non, non, pas du tout. Le gouvernement congolais n'a jamais pris de décisions responsables. Non, pas du tout. Tout simplement parce que je vais vous donner un exemple simple qui est tout récent, c'est le M23. Quand le M23, qui est une fabrication de Kigali, le M23 qui est fabriqué par Kigali, d'ailleurs, comme le stipule le rapport des Nations Unies de 2011 à 2012, ce mouvement qui est conçu par Kigali commence vraiment à interpeller le monde entier suite à ce rapport. Évidemment, il y a une mission d'intervention qui est proposée. Et dans cette mission, nous avons les forces congolaises, les forces sud-africaines et les forces tanzaniennes qui se mettent ensemble. Et particulièrement, on a vu les forces congolaises pouvoir battre le M23 simplement parce que les soldats de terrain, les officiers de terrain, s'étaient coupés du commandement militaire de Kinshasa. Mais par après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est toujours par la MONUSCO, avec les missions, je crois, c'était Madame Marie Robinson, je crois, qui a conduit un groupe d'experts comprenant 2 ou 3 Européens, je crois, et un Américain. Alors qu'il fallait désarmer le M23, ils ont décidé qu'il fallait laisser les M23 repartir au Rwanda. Et puis, le gouvernement congolais devait aller négocier. Et dans cette négociation, ils ont signé 2 papiers. Il y a un papier dans lequel les M23 prenaient l'engagement de ne plus retourner en RDC, de déposer les armes. Et dans l'autre papier, le gouvernement congolais prenait des engagements pour que quelques personnalités citées soient poursuivies et que les autres ne soient pas poursuivis. Donc, c'était une façon de laisser les insurgés, en tout cas cette armée formée par le Rwanda, de rester au Rwanda et en Ouganda comme des réserves au cas où ils auraient encore besoin d'attaquer le Congo, de revenir pour un second round. Donc, quelque part, tout cela se passe pendant qu'il y a une mission des Nations Unies sur place. Mais dans votre question, quand vous me demandez, qu'est fait à ce moment-là le gouvernement congolais? Oui. Je dirais que c'est simple. Oui. Je dirais que c'est simple. Le gouvernement congolais, depuis la mort de Laurent Désiré Kabila, est un gouvernement qui s'apparente à une espèce de colonisation parce que d'aucuns, en tout cas nombreux, une bonne majorité des gens savent que Kabila lui-même n'est pas congolais et qu'il était placé à la tête du Congo pour le service du Rwanda. Et évidemment, ceux qui dirigent le Rwanda et l'Ouganda sont les multinationales, évidemment, à la tête de ces multinationales, en tout cas au-dessus de ces multinationales, il y a des politiques aussi,
dans lesquels on trouve les anglo-saxons. Il faut les citer comme ça. Nous allons, parce que là, vous avez dit beaucoup de choses à la fois, des questions parfois qui appellent à la polémique, hein, souvent quand on parle de Kabila, Rwandais, tout ça, mais bon, ça sera vraiment un autre débat, hein, parce que... Non, mais c'est... René, oui, René, ça c'est mon point de vue, mais c'est pour dire que, c'est pour expliquer que Kabila a été placé là, à la tête du Congo, par des puissances, notamment le Rwanda, et au service du Rwanda, il travaille pour la cause de ceux qui sont avec le Rwanda. Donc c'est ça que je veux dire. Okay. Qu'il soit congolais ou rwandais, ça c'est une polémique, mais dans tous ces actes, les actes posés par Kabila jusqu'à aujourd'hui, on voit que Kabila est au service, en tout cas directement du Rwanda et indirectement d'autres puissances. Et par rapport à ça, évidemment, que les Nations Unies, que la MONUSCO fasse un travail qui n'est pas au profit de la véritable sécurisation de la RDC, cela lui importe peu. Moi, je ne crois pas, je ne croirais pas à la fiabilité d'un Kabila ou d'un régime qui repose sur Kabila pour la résolution d'un problème congolais, ou bien mettre au pas, ou bien menacer la MONUSCO de quoi que ce soit. Je crois que chacun joue sa partition. D'accord. Vous dites que vous n'y croyez pas, et pourtant il y a eu plusieurs élections en République démocratique du Congo qui ont été organisées de manière démocratique. C'est encore un autre sujet de débat en tout cas que nous aurons organisé prochainement. Laissez-moi d'abord faire le tour avec les deux autres invités sur cette question justement de la présence de la MONUC, oui, MONUSCO en République démocratique du Congo. Alors, Monsieur Pascal, que pensez-vous de la présence de la MONUSCO en République démocratique du Congo? Pensez-vous est-ce que vous êtes d'avis que la MONUSCO n'apporte pas de vraies solutions pour maintenir la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo? Moi, je pense, merci pour la question, moi je pense que la MONUSCO, c'est une milice au service de l'État national. Une milice, carrément. Oui, carrément. C'est une milice au service de multinationales avec une mission de protéger le pillage systématique de la RDC et aussi faciliter l'alimentation de différents groupes. Excusez-moi, M. Pascal, allons-y, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Hein. Beaucoup de gens nous suivent, franchement, à travers nos différents canaux en Afrique et partout. Lorsque vous dites milice pour une organisation internationale des Nations Unies, vous l'appelez une milice, ça change tout. Je pense que ça ne devait même pas, parce qu'il faut rappeler que il y a eu la MONUC en 1999 pour un mandat de 10 ans. En fait, pendant 10 ans, ils avaient juste le mandat d'observation, en fait. Et entre 1999 et 2010, il y a eu une autre résolution du Conseil de sécurité, je crois que c'était la résolution 1279. Non, c'était la résolution qu'on appelait la résolution 1925. Donc, c'est-à-dire pour transformer cette organisation, la MONUC, qui est devenue la MONUSCO avec une mission de stabilisation. Donc, c'est-à-dire pendant 10 ans, entre 1999 et 2010, c'est là où il y a eu tout le massacre de Congolais, parce qu'il y a eu même les rapports de MONUC, de mapping, qui a présenté vraiment il suffit de lire ces rapports, hein, il y a eu quand même des massacres entre 1993 et 2003, donc 10 ans de massacres graves au Congo. Et pendant tout ce temps, la MONUSCO était déjà, c'est vrai qu'il est arrivé, la MONUC est arrivée en 1999, mais jusqu'en 2010, il y a eu toujours des massacres. Plusieurs rapports des experts de l'ONU ont démontré qu'il y a eu encore beaucoup de massacres pendant toute cette période. C'est pourquoi, pour moi, c'est rien d'autre qu'une milice au service de toutes ces multinationales
qui sont à la base de l'insécurité et de l'instabilité, voire même du pillage systématique de la République démocratique du Congo. Je rappelle aussi que non, notre pays, la RDC, est toujours victime des accords. Il y a eu des accords de Lusaka, il y a eu des accords, voire même bien avant, il y avait les accords de l'Emera, il y a eu les accords de Lusaka, il y a eu des accords inclusifs de Sun City, tout ça. Et quand on regarde ces accords qui sont souvent précédés par des accords secrets ou diaboliques, qui ne sont pas signés par plusieurs pays, hein, puisque le cas, par exemple, de l'accord de Lusaka, il y avait la Namibie, il y a le Rwanda, l'Angola, l'Ouganda, Zimbabwe, tout ça qui ont signé ces accords. Donc, moi, je pense que ce sont des pays qui jouent le rôle de sous-traitants au service de maîtres d'ouvrage qui sont le multinational sauvage que je qualifie de criminel. Et malheureusement, il s'appuie sur nos dirigeants qui sont de simples exécutants, en fait, des simples exécutants, puisque tous ces accords-là qu'on nous a présentés, ces accords officiels, ont toujours été précédés par des accords secrets. Et pourquoi on ne met pas à la disposition du public ces accords secrets? Puisque il faut rappeler qu'il y a eu quand même un nouveau président, M. Étienne Tshisekedi, M. Félix Tshisekedi, qui a aussi signé des accords secrets, qu'on appelle les accords de Kingakati, mais dans ces accords, il y a eu toujours la contre-signature de représentants des autres pays africains. Il y a eu l'Afrique du Sud, il y a eu l'Égypte, tout ça. Donc, tout ça, ça justifie qu'il y a un complot international contre la RDC. Donc, je pense que la MONUSCO n'a pas vraiment son importance n'est pas vraiment justifiée en RDC, à part provoquer encore ou être au service de ces multinationales, puisque c'est un pays qui a plusieurs, on parle aujourd'hui de 110 groupes armés, en fait. Et donc, pendant que la MONUSCO est là, avec plus de 20 000 hommes, avec un budget de 1 milliard, plus d'1 milliard 600 millions de dollars annuels, je pense que il faut être quand même aveugle pour accepter qu'ils ont apporté quelque chose. Donc, on est parti de 0 groupe armé. Peut-être il y avait 2 à l'époque, puisqu'il y a eu quand même le massacre je rappelle qu'en 2003, il y a eu l'ONU et l'Union européenne qui ont accompagné une opération qu'ils ont appelée opération Artemis en 2003, entre juin 2003 et septembre 2003. Donc, ils ont, avec 2000 soldats européens, ils ont stabilisé la ville de Bunia, puisqu'il y avait la guerre entre les 2 communautés, l'Inde et Emma. Donc, ils ont arrivé à stabiliser Bunia, à arrêter tout le chef criminel, hein, puisqu'il y avait ils ont tous été transférés à la CPI, et ils ont quand même sécurisé la région de Ituri. Donc, et juste après leur départ, 3 mois après, donc il y a eu création de 110 groupes armés qui ont formé sous forme de républiquettes au niveau de l'Est de la RDC, qui contrôle un peu toute cette partie, et avec la complicité de la MONUSCO, puisque chaque fois qu'on a besoin de la MONUSCO, elle n'a jamais été là pour la population. Donc, moi, je pense que c'est vraiment une complicité à l'échelle internationale contre la RDC. Voilà, nous allons terminer cette question de la MONUSCO, mais bon, avec M. Yambouya qui va, en tout cas, terminer avec nous cette séquence du rôle de la MONUSCO. Que fait la MONUSCO, M. Yambouya, au Congo démocratique? Merci, M. René, pour la question. MONUSCO, ils sont là dans notre pays pour protéger les intérêts des multinationales, les intérêts des États-Unis, des Occidentaux, comme des Français, des Belges, tous les intérêts des Juifs.
Donc voilà, ils sont là, leurs intérêts de ces juifs-là, ce sont des matières premières, des minerais, tout consort, tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Hein. On est dans un monde aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, partout nous voyons tout ce qui se passe par rapport à l'ONU en fait, cette organisation mafieuse, cette organisation des non-utiles, cette organisation des criminels, ils sont là au monde. Ils n'ont jamais ramené la paix à aucun pays au monde. Donc, c'est une organisation qui sont là par rapport aux 10 familles qui dirigent ce monde. Donc, famille Collins, famille Rockefeller, famille Freeman, famille Bush, famille Bounty, famille Dupont. Donc, ils sont là pour venir encore mettre du désordre dans les pays des tiers-mondes qu'on appelle là où il y a des guerres. On n'a jamais vu, mais c'est René par rapport aux auditeurs, aux téléspectateurs qui nous suivent. Donc, il n'y a jamais, l'ONU n'a jamais porté depuis des siècles ou depuis des décennies plutôt, il n'a jamais porté la paix dans un pays. Ça n'a jamais existé. Donc, ils sont là pour protéger les intérêts des multinationales. Alors, un exemple, par exemple, moi j'appelle l'ONU là, c'est Organisation des non-États. Nous avions vu et nous voyons jusqu'aujourd'hui comment ils sont en train de sortir les minerais du Congo. Je n'en disconviens pas. Hein. Nous ne pouvons pas interdire ou nous ne pouvons pas. Le Congo, c'est un pays stratégique de géopolitique qui a beaucoup de matières premières et nous ne pouvons pas refuser aux autres pays du monde, pays amis, nos richesses. Mais nous ne voulons pas que les gens prennent, les autres pays prennent nos richesses avec brutalité, pas avec dignité, non respect et non pas avec justice. Donc voilà, donc moi je dirais, je vais donner la preuve, par exemple, la preuve en est qu'au mois de, pour justifier cette organisation mafieuse de l'ONU que j'ai dit, organisation des non-utiles, comme M. Christophe a soulevé, ce sont eux qui ont remonté tous les coups bas qui sont passés depuis 1960 au Congo, avec voire même pour, comment dire, donner l'autonomie à Moïse Tshombe de faire la sécession katangaise. C'est l'ONU qui a déstabilisé le Lumumba pour souligner ce que M. Christophe a fait. Donc, cette organisation mafieuse du monde, organisée par des multinationales, sont là pour protéger les intérêts des multinationales. La preuve en est que M. René, pour tous ceux qui nous suivent, on a vu au mois de mai 2000, 10 mois avant la mort de Laurent Désiré Kabila, nous avions suivi, nous tous dans le monde entier, dans des radios, chaînes télévisées internationales, comment les Rwandais et les Ougandais se sont bâtis dans notre territoire, à Kisangani. Il y a en dehors de leurs dauphins, tels que MLC et les RCD Goma, que eux-mêmes aussi, les Rwandais et les Ougandais, comme les Rwandais par exemple, c'est eux qui ont fomenté, c'est Kagame qui est idéologue des RCD. Ils ont pris comme des Wamba Diawamba, des Aïd Ngoma, tous les Congolais, ils sont allés fabriquer RCD. Et de l'autre côté, les Ougandais, Yoweri Museveni, il a pris Jean-Pierre Bemba et les autres comme des Olivier Kamitatou, ils ont fabriqué MLC. En dehors de l'ère dauphin là, au mois de mai 2000, 10 mois avant que le président Laurent Désiré Kabila soit assassiné, nous avions vu en dehors de cette l'ère dauphin, ils se sont bâtis à Kisangani et ils ont pillé juste pour piller de l'or et des diamants. Et ils ont pulvérisé l'hôpital, voire même général, les Rwandais et les Ougandais. Donc, des armées étrangères qui se battaient, voisines qui se battaient dans notre territoire. Maintenant, d'après la charte internationale de l'ONU, de cette organisation mafieuse, quand des armées se battent dans un autre territoire, il faut qu'il y ait des sanctions diplomatiques. D'après la charte internationale, donc d'après la charte de l'ONU, de cette organisation mafieuse. Donc, nous avions vécu ce que les Rwandais et les Ougandais, ils ont fait. Ils ont tué les femmes, ils ont inventé des femmes, hein, ils ont pulvérisé des maisons des paysans, tout consort. Et puis, l'ONU, au lieu maintenant d'appliquer les sanctions selon leur charte des mafieux, ils n'ont pas appliqué ça. Ils ont dit seulement aux Rwandais de quitter les territoires congolais. Mais après,
une semaine, nous avions vu les Rwandais et les Ougandais, ils disent bien, oh non, nous, d'après la charte, encore d'après la charte de Monique, là, si c'est MONUSCO, maintenant, ce n'est plus ONI. Donc maintenant, oh non, d'après la charte de Monique, là, à cette époque, comme vous avez soulevé, M. René, c'était encore Monique, ce n'était pas encore MONUSCO. D'après la charte de Monique, nous, on va se retirer que de 30 km de Kisangani. Et jusque-là, M. René, on n'avait jamais vu que cette organisation de mafieux d'appliquer ce que ONI devait appliquer comme sanction diplomatique, donner l'embargo au Rwanda et à Ouganda, leur sanctionner sur les embargos, ce qui concerne par exemple des sanctions diplomatiques ultimatum, ils n'avaient pas donné. Voilà. Or, ils pouvaient leur sanctionner, de couper tout, de leur couper, voire même l'énergie, de leur couper beaucoup de choses, même donner l'embargo pour ne pas avoir les armes que eux-mêmes, les Rwandais là, on leur donne par rapport aux Juifs. Donc voilà un peu, M. René, l'organisation des non-utiles que moi j'appelle, l'ONI là aujourd'hui, MONUSCO au Congo, il est là pour protéger les intérêts des multinationales et les intérêts des Ougandais, les intérêts des Rwandais pour massacrer les peuples congolais. Donc on voit comment on est en train de tuer les peuples congolais à 100 mètres, à 400 mètres de MONUSCO qui est là sur le terrain, mais eux, ils font rien. Eh bien voilà, M. René. Donc, MONUSCO, donc ONI là, il est complice de tous ces massacres qui se passent, de cette tragédie qui se passe en République démocratique. Il est vraiment complice. Donc, nous, on dira que c'est aux Congolais eux-mêmes de prendre leur destin en main. Voilà. Voilà. Monsieur Yambouy, en tout cas, vous écoutez, on sent le père. C'est comme on a toujours dit, hein, tel père, tel fils, en tout cas. À vous écouter, nous avons l'impression que vous voulez tout dire ici, ce soir, contre cette organisation des Nations Unies qui est au Congo. Mais généralement, avec les Congolais, hein, la faute, c'est toujours les autres. La faute n'est pas les Congolais. Mais voilà, ça va nous conduire justement à la dernière partie de cette émission. Nous allons voir la responsabilité des Congolais et du gouvernement congolais. Mais nous allons revenir après une séance de 12 secondes. Soyez attentifs. Merci en tout cas. Oh là là, après cette petite courte interruption, nous allons continuer notre émission pour voir la responsabilité ou les responsabilités ou les responsables ou le gouvernement, les différents gouvernements congolais, les différents régimes congolais. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire du Congo? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire de cette gâchette? L'Afrique et les revolvers dont la gâchette se trouve au Congo. Le développement du monde ou de l'Afrique ne devrait commencer que par l'Afrique. Et c'est juste un slogan. Est-ce que les Congolais comprennent ce que ça veut dire? La faute, c'est toujours les autres. La faute n'est pas les Congolais. Le mal vient d'ailleurs. Mais les Congolais eux-mêmes ne commettent jamais d'erreur. Et pourtant, ils ont organisé beaucoup d'élections pour choisir de nouveaux dirigeants. Ils ont organisé beaucoup d'élections au Congo démocratique et depuis le départ de Mobutu pour asseoir la démocratie. Mais de quelle démocratie s'agit-il? Y a-t-il une démocratie au Congo? Et c'est ça qui va nous amener justement à parler d'un grand ouvrage un jour. Cet ouvrage qui a été écrit par un Congolais, un écrivain qui dit, dans cet ouvrage, il dit « La démocratie à l'occidentale, un poison pour l'Afrique ». Le livre a été écrit par notre cher compatriote Agama Kabazamata. Nous allons analyser ce livre. Ce livre donne réponse à beaucoup de choses. Probablement, il va falloir que les Congolais ou l'Afrique en général se réécrivent une autre démocratie, se reconstituent vers une autre dynamique politique. S'il faut parler de la démocratie. L'Afrique avait connu déjà une démocratie. Voilà. Nous allons parler maintenant de la responsabilité des différents gouvernements congolais.
la responsabilité, le pourquoi il y a eu des élections au Congo. Pourquoi a-t-on choisi des dirigeants par la voie électorale, par la voie démocratique, soi-disant, mais qui sont incapables de prendre des responsabilités pour mettre fin à cette dictature des impérialistes à l'est du Congo. Quoique, étant venus pour exploiter nos minéraux, les minéraux de la République du Congo, mais quel est le rôle que jouent ces différents gouvernements? Voilà. Mais c'est Christophe Massamba. Je vous fais montrer en duplex, messieurs. Oui, le gouvernement congolais, les différents gouvernements congolais, comme je viens de l'annoncer. Je voulais simplement... En quoi aura servi ou auront servi les différentes élections, soi-disant démocratiques, que vous, Congolais, vous avez organisées depuis la chute de Mobutu, le démon, celui que vous avez considéré comme étant le démon, celui qui a détruit le Congo, le Zaïre à l'époque. À l'époque, les Zaïrois disaient, même un chien pouvait gérer le Congo, les Congolais allaient l'accepter. Voilà qu'on a chassé Mobutu, vous avez instauré la démocratie. Pourquoi tous ces régimes, tous ces gouvernements, d'après Mobutu, n'ont pas été capables de faire face à la stabilité, à l'insécurité à l'est du Congo, quoique la MONUC étant là pour faire cet ombrage? Bon, je suis d'accord pour aborder cette question, sauf que je voudrais un peu revenir sur la question de la MONUSCO. Alors, avant de continuer dans cette nouvelle question, à répondre à cette nouvelle question, vous savez, la MONUSCO, c'est une mission des Nations Unies. Certes, ça ne va pas, c'est vrai. Mais il faut savoir que quand la situation était très difficile, ce sont les Congolais qui ont demandé l'intervention des Nations Unies. C'est la même chose comme en 1960, en toute naïveté, nous avions demandé l'intervention des Nations Unies. L'ONU fonctionne aujourd'hui comme... les missions des Nations Unies fonctionnent comme une certaine économie. On voit des pays qui dépendent vraiment largement de l'argent payé par les Nations Unies. On voit les missions à Kinshasa, comment sont rémunérés les Bangladais et les Burundais qui s'accrochent et les Rwandais qui s'accrochent en Centrafrique. Donc, ça rapporte quelque chose. Mais il ne faut pas oublier aussi ces personnes qui sont parties, qui sont mortes à cause des missions des Nations Unies, comme le secrétaire général Daga Machol, comme aussi les experts envoyés pour rapporter ce qui s'est réellement passé avec l'affaire Kamuna Sapou, Zaïda Catalan et Michael Chap, qui sont morts. Donc, ce sont quand même des envoyés des Nations Unies et ils sont morts sur le territoire congolais. Donc, c'est pour dire que la mission des Nations Unies au Congo, ça tourne comme une certaine mafia, mais dans le personnel des Nations Unies, on connaît des personnes braves qui croient encore à leur mission et qui périssent. Donc, je voulais quand même rappeler cela. Maintenant, quant à la démocratie qui ne nous a rien apporté jusqu'à ce jour, je veux dire que le Congo a connu la première démocratie. J'avais tout à l'heure rappelé que à la veille des indépendances, les partis se sont créés parce qu'il y a eu une perspective d'élection locale. Les gens se sont dit, ah oui, pour avoir des élections locales, il faut les faire avec des partis politiques. Alors, les partis se sont créés. Et en 60, on a eu des partis et on a eu des élections. Et ces élections se sont véritablement bien déroulées. Et par la suite, les élections au second degré, on a eu aussi des élections en 1965 qui ont produit ce qui a été gagné par le parti le groupe que dirigeait Tshombe, et par la suite, avec la crise qui est advenue, le coup d'État de Mobutu est arrivé. Alors, on ne peut pas dire que les élections
pour moi en tout cas, n'ont jamais rien produit. Les élections ont produit des choses. Mais comme l'ont souligné beaucoup de ces deux compatriotes qui sont avec moi sur les plateaux aujourd'hui, le Congo, c'est un enjeu tellement important que les implications de beaucoup de puissances, en tout cas des puissances très connues, ont décidé que l'indépendance, le Congo n'avait pas droit à la démocratie. Le Congo n'avait pas droit à la démocratie. Et c'est très difficile. Quand vous dites que c'est toujours les autres, les Congolais, ce n'est jamais eux. Déjà, je dis que les Congolais n'ont jamais été préparés dans le raisonnement véritablement politique, moderne. Mais il ne faut pas oublier que la démocratie est en nous. Parce là, que vous faites allusion à quel Congolais, à quel type de Congolais? Les Congolais des années 60 qui n'est pas prêt, ou le Congolais d'aujourd'hui? Les Congolais d'aujourd'hui est assez instruits, ils sont allés dans les grandes universités. Vous-même qui êtes là, vous êtes un intellectuel, en tout cas, vous avez été dans les grandes écoles. En tout cas, vrai. Dire que le Congolais n'a jamais été préparé, mais alors là, c'est même à la congolaise, hein? Je dis que, je l'ai dit en connaissance de cause, la démocratie est en nous. La démocratie, ce n'est pas quelque chose que nous avons emprunté d'un blanc, d'un européen ou d'un occidental. La démocratie, c'est quelque chose que nous vivons. Regardez nos familles. Comment les choses se gèrent dans nos familles. Dans nos familles, les choses se gèrent de façon tout à fait démocratique. Quand on a un conseil de famille, les gens, c'est la loi de la majorité qui compte. Et ce que nous vivons dans nos familles, si nous n'arrivons pas à transposer ça sur l'échelon national ou même continental, je veux dire, c'est simplement parce que nous n'avons pas été préparés, nous ne sommes pas préparés jusqu'à aujourd'hui, malgré nos connaissances intellectuelles, à nous dépasser. Nous risquerions d'aller dans tous les sens. La question, elle est posée. Quelle est la responsabilité du gouvernement congolais face à cette question de l'Est? La MONUSCO est là. Vous avez dit ici, pendant au moins une heure que nous sommes ici à cette émission, la MONUSCO, c'est un obstacle pour la sécurité à l'Est. Pendant que vous organisez des élections au Congo, vous réclamez des élections, vous voulez, maintenant là, c'est un sujet d'ailleurs que nous allons aborder prochainement sur la question relative au recensement ou élection en 2023. Mais avant d'y arriver, parlons d'abord du rôle des différents gouvernements que nous avons eus, que vous avez eus depuis la chute de Mobutu. C'est ça vraiment la grande question. Mais je suis... Pourquoi tous ces, y compris celui d'aujourd'hui, qui a été dans l'opposition, vous dites que tous ces gens n'ont pas été préparés? Je suis d'accord avec vous. Hein. Oui. Votre propos est vrai, sauf que je considère que depuis le départ de Mobutu, après avoir assassiné Laurent Désiré Kabila, le Congo a été organisé dans une occupation. Le Congo est un pays occupé. Là, hein, parce que vous avez dit, parce que sinon ça va porter une confusion dans la compréhension. Depuis le départ de Mobutu, après l'assassinat de Kabila, il faut la chose. Et bien sûr que Laurent Désiré Kabila c'est pas Mobutu qui l'a assassiné, ou bien j'ai mal compris. Oui, Laurent Désiré Kabila est arrivé au pouvoir, c'est vrai, mais par la suite, puisqu'il s'agit des élections, il est mort et on a eu des élections en 2006. Parce que là, on parle des élections. Il n'a pas été assassiné par le fait du départ de Mobutu. Hein? Non, j'ai dit qu'après avoir renversé Mobutu, par la suite, en 2001, Laurent Désiré Kabila a été assassiné. Par ceux qui l'ont accompagné, il faut préciser, monsieur. Il a été assassiné par ceux qui l'ont accompagné. C'est vrai. Il s'est désolidarisé du Rwanda parce qu'il a prétendu à vouloir vraiment l'indépendance de notre pays parce qu'il a senti que le pays n'était pas indépendant. Il le savait d'ailleurs parce que on ne va pas aller trop loin pour comprendre pour relater comment il a effectivement pris le pouvoir parce que il n'était pas prévu que ce soit lui qui occupe le fauteuil présidentiel et par la suite,
ils l'ont assassiné. Mais après son assassinat, il y a eu ces régimes de transition qui devaient préparer les élections. Et on arrive aux élections, mais ces élections sont organisées dans quelles conditions? Ce sont des élections dans un système d'occupation. Donc, pour moi, je ne peux pas parler d'élections crédibles dans un système d'occupation où l'occupant, quoi que vous fassiez, décide de celui qui va gagner. Donc, en fait, nous vivons dans ce qu'on appelle démocratie, mais ce n'est pas une démocratie. Ce sont des élections sans démocratie qui accouchent d'un système d'occupation où les gens qui sont là n'ont aucune légitimité, Mais pourquoi vous en mais faites? qui sont là. Pourquoi vous en faites et vous en réclamez? Pourquoi vous en faites? Pourquoi ne pas carrément créer un système où il n'y a pas élection, vous mettez tous ces hommes politiques au garage? Vous qui êtes le peuple souverain. Je crois que la lutte du peuple congolais pour sa libération est une lutte que nombreux ont définie comme étant qu'il faut des changements qui passent par une espèce de révolution culturelle qui feront que après cette révolution, à ce moment-là, on aura une véritable, on pourra rentrer dans une véritable culture démocratique. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que tout récemment, on a, avec même cette constitution de 2000, je crois que c'est 2005, dont l'article 64 dit que celui qui, ou une personne ou un groupe d'individus qui voudrait s'accaparer de l'État, il faut le mettre hors d'état de nuire. Donc il faut, cet article 64 est évoqué tout le temps, depuis quelques années déjà. Je crois que nous sommes, beaucoup de Congolais, en tout cas une grande majorité, se sont reconnus dans cet article qui nous ouvrira peut-être la voie d'avoir un état de droit, comme certains aiment à le dire, un état de droit dépourvu libéré de cette occupation, qui fera qu'on pourra alors par la suite organiser des élections vraiment tout à fait démocratiques. Mais tout dépend aussi de tout ce que nous devons négocier avec ceux, nous devons traiter avec ceux qui gèrent le Congo quelque part. Donc, voilà, ceux qui gèrent le Congo quelque part, on ne les connaît pas, vous ne les connaissez pas, et pourtant, vous êtes considéré comme étant le souverain primaire. C'est vous qui choisissez vos propres dirigeants. Alors, nous avons un intervenant qui nous écrit. Hein. Il y a un téléspectateur qui nous écrit. C'est intéressant, en tout cas, par rapport à ce que je suis en train de lire ici. Il dit ceci. Depuis 1997, à l'arrivée de Laurent Désiré Kabila, nos gouvernements ont toujours été en connivence avec ces grandes puissances et ces multinationales. Êtes-vous d'avis, monsieur? Bien sûr que oui. En connivence? Oui, oui. En connivence. Oui, tout à fait. Parce que, Kabila a été en connivence. L'actuel président de la République, avec son équipe, également en connivence avec les multinationales. Et donc, en ce moment-là, c'est le peuple congolais qui est pris finalement en otage. Vous venez de le dire, le peuple est pris en otage. Ça, c'est vrai, parce que quand on parle de démocratie, quand on vote, c'est pour avoir des gens qui ont été élus, voir des gens qui ont été élus accéder aux commandes de l'État. Mais qu'est-ce qu'on voit, que ce soit au niveau local? Au niveau local, déjà, il n'y a jamais eu d'élection. Et au niveau national, ce sont des gens qui sont choisis de façon opaque. Vous votez, mais par la suite, il y a une liste qui sort qui n'a rien à voir avec les élections. Et puis, par la suite, on voit des gens qui sont nommés comme ça. Donc, qu'attendez-vous? Qu'est-ce que le peuple doit attendre? Qu'est-ce que le peuple doit attendre des gens qu'il n'a pas élus? Et donc, si ce n'est normalement, pourquoi le peuple ne prend pas ses responsabilités dans ces conditions, messieurs? C'est l'article 64, René. Je crois que mais l'article 64, je crois que aujourd'hui nous sommes le 27, demain c'est le 28. Je ne sais pas ce qui pourra se passer demain.
Bon, on verra. On verra. Demain, ça peut faire 1 année, 2 ans, 3 ans. Tout Kabila à fait fait. 18 ans, pendant que Tout cet à fait. article existait toujours. Le Congolais a fait des manifestations à travers le monde. Ils n'ont pas réussi justement à déboulonner l'homme que vous appelez le Rwandais. Ben voilà, nous allons faire le tour de cette question. Oui, nous allons faire le tour de cette question. Je vais voir avec M. Pascal. M. Pascal, alors, quelle est la responsabilité du gouvernement congolais dans cette affaire de la MONUSCO à l'est du Congo, qui n'arrive pas à sécuriser le Congo? Quelle est la responsabilité du gouvernement? Ouais, moi je pense que la solution ne peut pas venir du gouvernement. On ne peut rien attendre de ces gouvernements puisque faut savoir qu'on a affaire à une classe politique, oui, qui a pris le peuple en otage. Donc une classe politique des abrutis, connue pour leur imbécilisation collective. Il y a toujours des problèmes de corruption, des problèmes des achats de votes, un peu tout ça. Donc, ils sont en quelque sorte accompagnateurs de ces systèmes de MMM, mouvement de manipulation de masse ou de la population, qui est là pour conditionner le peuple à un certain, à un système d'achronisme, d'un système système obscur en fait, obscur avec au lieu de permettre à la population d'avoir accès à la connaissance ou de se libérer de cette domination, de cette superstition en fait. Et je pense qu'il nous faut aussi un vrai leader, un vrai chef qui a le sens de la responsabilité, puisqu'on a affaire à un dirigeant ou un président qui est, qui est connu pour son amarphonisme. Donc, il décide pas, il ne sait pas prendre des décisions, il est toujours en train d'accuser les autres, de faire traîner les choses, tout ça. Donc, je pense que oui, au niveau de la diaspora, on est tous unanimes que le Congo est occupé. Maintenant, il faut qu'il y ait, je pense, une synergie entre la diaspora rassemblée et travailler avec le groupe des résistances, puisqu'il faut savoir qu'à l'est du Congo, il y a des groupes qui défendent encore l'intégrité du territoire, qui se battent contre les occupants. Parce que M. Christophe a parlé de l'article 64, moi je parlerai aussi d'un article de la Constitution, même si cette Constitution est irrégulière. Il y a quand même l'article 63 qui dit que tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Donc, je pense qu'avec l'évolution, puisqu'on est passé quand même, on est en transition entre la technologie, la technique de l'information et de la communication, on est passé maintenant à l'intelligence artificielle. Donc, nous qui sommes ici, je pense qu'il faut se rassembler, il faut mettre tout le moyen en place, surtout technique, avec l'avancée technologique, et s'appuyer sur ces mouvements d'autodéfense qui se battent jour et nuit pour libérer le Congo de cette occupation et aussi le peuple qui est pris en otage par ces pouvoirs d'accompagnement de l'occupation. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment il faut mobiliser la communauté congolaise au niveau de la diaspora et aussi se rapprocher, mettre en place cette synergie, prendre contact directement avec ces mouvements d'autodéfense. C'est comme ça que je pense qu'on peut apporter une solution à la RDC avant de parler de tout ce qui est élection, tout ce qui est identification ou recensement de la population, parce qu'avec un pouvoir d'occupation, on peut pas vraiment trouver une solution pour l'intérêt du Congolais. Voilà. Il nous reste pratiquement 12 minutes d'émission et je vais d'abord
vous lire en tout cas les réactions de gens qui nous écrivent. Je vais en choisir parce qu'il y en a tellement. Et en même temps, je vais signaler à tous ceux qui nous suivent que nous sommes en direct. Si vous voulez réagir, vous pouvez appeler et justement, vous pouvez intervenir dans les 12 minutes qui restent. Mais lorsque vous voulez vraiment intervenir, posez juste la question et le panel ici sur place va répondre. Donc, je vais vous lire quelques réactions que nous lisons ici. Comme ça, vous allez réagir dans les 12 minutes qui nous restent justement avant la fin de cette émission. Voilà. Même quand je regarde, voilà, un intervenant qui nous dit ceci. Il dit ceci. Pour ma part, toute la classe doit impérativement dégager. C'est-à-dire la classe politique congolaise devrait normalement dégager. Voilà. Aussi, la seule chose qui reste en RDC, c'est que le peuple se lève. C'est-à-dire qu'il y ait un soulèvement populaire pour chasser l'ennemi. Kabila n'a rien fait pour ce pays et Félix n'en fera pas non plus. Et lui de continuer. Il dit ceci que Félix sait bien que s'il dit non à ses ennemis, n'est-ce pas, ils feront tout pour l'évincer. Le pays est à terre. Parce que là, il disait auparavant que même quand je regarde comment fonctionne l'état des droits au Congo, je crois que c'est la mascarade. Félix est une marionnette qu'on n'utilise pas les dirigeants des pays voisins. Moi, je suis journaliste, mes chers amis, mais je ne crois pas du tout à cela parce que Félix, c'était un opposant. Son père a été un grand opposant au Congo. C'est lui qui a fait vraiment la lutte non armée dans ce pays. Il a fait asseoir cet esprit justement de la résistance sur place au Congo en affrontant la dictature de Mobutu pendant 38 ans ou 32 ans sous Mobutu, y compris plusieurs années sous Kabila quand même. Vous n'allez pas nous dire ici, par rapport à ceux qui nous suivent à travers le monde, aux autres Africains qui vous suivent, que Félix, qui est le fils de son père, serait sous les bottes justement des impérialistes. Et eux qui ont combattu, qui continuent à combattre pour l'état des droits plutôt. Ceux qui veulent installer l'état des droits que vous n'avez pas bénéficié sous Kabila ni sous Mobutu. Il y a lieu quand même de lui reconnaître ce combat qu'il a mené. L'accuser ainsi, il faut lui donner le temps quand même. Sur le temps qu'il est là, est-ce que vous pensez que Félix pourrait se comporter comme ses prédécesseurs? Ou ce sont de mauvaises intentions tout simplement que vous portez à l'égard du fils de Limité? Bon, moi je pense que déjà, Félix est à l'œuvre. On a vu Félix arriver au pouvoir, entre guillemets, depuis 2018, 2019. Il a été proclamé vainqueur en 2019. On l'a vu à l'œuvre. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'est convaincu. Mais pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure. La réaction Voilà. Pour moi, je pense que Félix le peuple congolais attend que Félix lui prouve qu'il est réellement celui qui va faire avancer le Congo. Jusqu'à aujourd'hui, Félix n'a pas prouvé. Il n'a pas prouvé. Et d'ailleurs, on peut l'accuser facilement, au vu de ce qui se passe, d'être une bonne marionnette du régime rwandais. Avec tout ce qui se passe, avec toutes les déclarations, avec toutes les réunions, d'ailleurs, les réunions parfois secrètes, la sécurité. Quand les responsables de la sécurité de la RDC va déclarer, lancer un défi à la communauté internationale, qu'il est prêt, il travaille avec le Rwanda pour la sécurité de la RDC. Alors que tous les rapports du M23, quand on sait que le Rwanda garde en réserve toute la troupe M23 pour l'utiliser au cas où il en aura besoin contre la RDC et voire même l'Ouganda, on peut se poser la question comment Félix doit avoir comme partenaire privilégié le Rwanda. Mais moi, je ne m'attarde pas sur Félix. Il est tout seul. Je vois mal quelqu'un qui a été élu, lui, président, a été élu, mais sans avoir une majorité parlementaire. C'est-à-dire, il a été élu président, mais n'a pas de député.
c'est incompréhensible. Oui, c'est vraiment incompréhensible. Mais c'est Christophe Massamba, tout ce que vous dites, les Congolais le savent. Allons vraiment dans les concrets parce qu'il nous reste... Dans les concrets, je vais poser la question. Je vais poser la question parce que sinon, on va continuer à répéter la même chose. Dans les concrets, monsieur Christophe Massamba, vous reconnaissez que Félix était dans l'opposition comme vous l'êtes aujourd'hui. Et vous reconnaissez qu'il a combattu Kabila. Vous reconnaissez qu'il a tenu les mêmes propos que vous tenez ce soir. Et pensez-vous que ce monsieur qui est au pouvoir, ce président de la République qui est au pouvoir aujourd'hui, puisse pactiser avec le diable? Ça, c'est ma question. Répondez vraiment en 1 minute. Il faut qu'il fasse les preuves qu'il n'a pas. Il faut qu'il nous montre les preuves qu'il n'a pas pactisé. Mais quelle preuve? C'est dans les actes. Il est en train de travailler. Il a à peine commencé. Donc on va attendre. Vous n'allez pas le comparer à un Kabila qui a pris le pouvoir de la manière dont on sait, qui s'est maintenu au pouvoir par la force, qui n'a jamais à aucune élection. Nous avons été là, nous avons observé. Ce monsieur n'a gagné aucune élection. Et Félix, à l'époque, était dans l'opposition. Il a pris même des risques, justement, de descendre avec les partisans de leur parti pour affronter Kabila. Vous allez nous dire, messieurs, que Félix, aujourd'hui au pouvoir, va tourner Kazakh au peuple congolais? Nous avons le temps d'attendre. Mettons les sentiments de côté et utilisons le bon sens. Il était dans l'opposition comme vous. Pensez-vous que si vous, aujourd'hui, avec votre parti, vous êtes au pouvoir, vous allez changer de discours alors, si je comprends bien? Le souhait d'une majorité des Congolais, c'est de voir Félix montrer qu'il n'est pas avec ceux qui causent les problèmes à la RDC. Donc nous avons le temps d'attendre, nous sommes patients, nous attendons, nous regardons. En même temps, nous regardons, nous sommes en train de travailler. Moi, je pense que nous avons le rapport mapping, par exemple, qu'a donné, que nous avons appuyé depuis longtemps, qui a été mis sous cloche, que d'ailleurs, grâce au prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, a été réveillé. Nous voulons normalement que l'État en fasse son affaire. Et cette affaire-là réglera beaucoup de problèmes en RDC. En faveur de la RDC. Voilà les preuves qu'on demande. Ouais. Allons-y vraiment dans les... Une question, une réponse est simple. Les rapports mapping, on connaît. Moi, mon problème, c'est Félix Tshisekedi, l'actuel chef de l'État congolais, qui vient à peine de prendre les rênes du pouvoir, qui n'a pas encore réussi justement à tenir toute la machine, en tout cas, à sa possession. OK. Il était dans l'opposition. Moi, ma question, c'est de savoir si vous, M. Christophe Massamba, avec votre parti politique, PCPI, voilà, vous êtes aujourd'hui président de la République. Allez-vous tourner le dos à votre peuple? Jamais. Mais voilà, vous savez, aujourd'hui, il y a un article qui est sorti aujourd'hui. Kabila a été payé 880 000 $, a été, enfin, 880 000 $ ont été virés dans les comptes de Kabila, alors que le pays n'a rien. On a vu tous ces affaires, tous ces scandales de corruption. Voilà, il y a des gens qui ont été arrêtés, ces gens sont sortis. Nous avons vu les massacres à l'Est. Où est-ce que vous voulez en venir? Où est-ce que vous voulez en venir? Kabila le Congolais par rapport à ma question. Le Congolais veut des preuves. Jusque-là, nous n'avons pas de preuves. De quoi? Ben, il faut montrer que on travaille pour la RDC, pour le bien du Congolais. Il vous a montré des signaux. L'état des droits est là, il y a des gens qui se font arrêter tous les jours. Tous ceux qui ont été victimes, responsables de la gabegie financière. Félix, il y a un changement quand même. Non, ils sont libérés, René. Où se trouve Blattner? Blattner se trouve en Belgique. Il a été condamné à 20 ans de prison. Il a vendu tous ses actifs en RDC. On l'a laissé filer. Nous avons vu, il y a l'histoire de Numbi, qui est publiquement mis en cause, mais Numbi est parvenu à sortir. Les autres sont mis en cause, ils sont pas... Non, moi je crois que... Vous ne citez pas le cas de son directeur, de son ancien directeur de cabinet qui est en prison. Vous ne citez pas ce cas-là?
Il est en prison. C'est le cas qui prouve que l'état des droits est en marche avec Félix. C'est que Kabila n'a jamais fait. Kabila n'a jamais soulevé le doigt pour arrêter, ni condamner, ni critiquer, ni arrêter un de ses ministres qui serait arrêté, qui serait soupçonné d'une gabegie financière. Kabila n'a jamais fait ça. Nous, les Congolais attendent des preuves. Dès qu'il y aura les preuves, nous allons applaudir. Je serai le premier à applaudir. Le président de la République actuelle. Oui. Et ce côté-là, vous ne lui reconnaissez pas, en tout cas, le sens de la démocratie, le sens de respect de l'autre, le sens de l'état de droit. La situation du Congo est tellement grave que nous voulons de vraies actions. Mais ce sont des signaux. Ce sont des signaux. Mais jusque-là, qui ne convainquent pas, malheureusement. Et moi, j'étais à Kinshasa, j'ai vu l'histoire de 15 millions de dollars détournés de la ristourne pour les sociétés pétrolières, et on a fait une impasse là-dessus. Merci beaucoup. Hein? Même si Félix Tshisekedi vous apportez la malle du ciel, en tout cas, les Congolais ne vont jamais lui reconnaître. Non, ils vont lui reconnaître. Nous avons le temps d'attendre. Nous attendons. Merci. Et nous lui lançons un message qu'il fasse ce que les Congolais veulent et nous serons avec lui. Voilà, M. Yambouya. Pour la même question, nous sommes à la fin de l'émission. Quelle est votre réaction par rapport au gouvernement congolais actuellement? Comment le président de la République, en tout cas, s'adapte? Est-ce que vous pensez qu'il pourrait faire face à cette question de l'insécurité à l'est du Congo, où la MONUSCO, justement, ne fait rien d'après vous? Bon, bref, hein, comme le temps est épuisé, bon, je voudrais revenir un tout petit peu, une minute. Je ferai briefing une minute, même pendant 3 minutes. Déjà, la démocratie au Congo n'est pas un modèle, un bon modèle politique. Même au monde, c'est un mafia organisé par les 10 familles qui dirigent le monde. Le Congo doit avoir une culture politique royale. Nous devons retourner au royaume pour changer les choses culturelles, sociales, économiques et politiques. La constitution actuelle de la RDC a été écrite en Belgique par les Belges. Nous avions copié un modèle occidental pour mettre ça dans notre pays. Bob Kabamba l'a témoigné. La constitution a été écrite par Louis Michel. Ce n'est pas nous les Congolais qui ont écrit cette constitution. Cette constitution, ni nos juristes, ni nos intellectuels, ni les sages, ni les chefs coutumiers, il n'y a personne comme Congolais, il n'y a rien que les gens des RCD, MLC, avec le pouvoir de Kabila qui étaient en place, qui ont été partis écrire cette constitution pendant la Sainte-Cité. Alors, pour répondre, je vois, M. René, l'incapacité de tous les gouvernants et de tous les gouvernements qui sont passés là, en commençant par le gouvernement de Mobutu. Ce sont eux qui ont vraiment insécurisé l'Est. Kabila père est venu avec les Rwandais, c'est pareil. La guerre, quand il a chassé encore ses alliés, le 2 août 1998, ça a encore paupérisé l'insécurité à l'Est. On a vu juste une semaine RCD, ils sont allés refonder RCD Goma, tout consort, il n'y avait plus l'AFDEL. Après, il y a eu continuité avec Joseph Kabila. Un exemple, en 2004, quand général Bunzamade a repoussé un Kundabatouare pendant le gouvernement de 1+4, les Jean-Pierre Bemba étaient là, les Zaïd Ngoma, tout consort et les 4 vice-présidents avec Joseph Kabila, ils ont pris et en même temps, Ondekande était chef de l'armée congolaise, de la FRDC. Ondekande, ils ont pris général Bunzamabe, ils l'ont mité à Kitona. Après 2 mois, il était mort. Donc, bref, je trouve l'incapacité totale, même pendant Félix Tshisekedi, de faire revenir la sécurité à l'est du pays. Pourquoi? Moi, ça m'étonne, M. René, jusqu'aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi ni M. Mobutu, ni Laurent Désiré Kabila, ni Joseph Kabila, ni Félix Tshisekedi, entre eux, ils n'ont jamais fermé cette frontière à l'Est. Voilà la solution d'abord pour sécuriser notre population. D'abord, et que par exemple, aujourd'hui, les peuples congolais nous donnent confiance, nous font confiance dans les jours à venir pour diriger ces pays parce que nous militons pour ça. Nous devons d'abord fermer cette frontière pour démanteler toutes les armées négatives. M. Kamani a dit 110.
mais il n'y en a pas 110. Il y en a 176 armées négatives qui opèrent à l'est du Congo. Nous allons fermer la frontière. Il n'y a personne qui va rentrer, il n'y a personne qui va sortir. On va réformer l'armée avec le peu de moyens. Et comme Mobutu avait dit, s'il faut pactiser avec les diables, nous allons le faire pour sauver notre population, pour faire régner la sécurité à l'est du Congo. Et après, il faut faire la coopération des pays des Grands Lacs. Déjà, fermer la frontière de l'est du Congo, c'est pour faire régner la paix au pays des Grands Lacs, entre Rwanda, Burundi, Ouganda et nous, et ensuite faire des coopérations économiques, des coopérations éducationnelles, parce que nous sommes les mêmes peuples. Nous sommes les mêmes peuples. Il n'y a pas, si c'est on nous parle de Tutsi, des Nélotiques, tout ça, mais c'est René, ça n'existe pas. Il n'y a pas, si c'est quoi, nous sommes les mêmes peuples, nous venons dans la même source. Donc, bref, parce que le temps est épuisé, moi je suis écrivain, j'ai écrit un livre qui est à Paris, Les Congolais pris en otage par la nouvelle colonisation. Ce livre est à Paris, ici, en France, le 10 septembre 2014. Tout est là. Je parlais sur la judaïsation des Tutsis. Qu'est-ce que les Juifs disent? Que c'est les Tutsis, c'est une prophétie biblique. Or que c'est faux. Si j'ouvre, par exemple, Messieurs René, permettez-moi, accordez-moi 2 minutes pour clôturer. Dans mon livre, là, j'avais pris un article qui était à Paris dans l'AFP, agence France Presse. Ils écrivaient ceci. Le vendredi, le 18 septembre 1998, dans un article intitulé « Lors du Kivu, enjeu caché du conflit en RDC », l'agence France Presse écrivait ça. Une légende vivante dans l'Est congolais situait les mines d'or du roi Salomon dans cette zone Kivu, territoire qui alors était et qui reste encore sous contrôle jaloux de Paul Kagame, le président rwandais. Aujourd'hui, comme alors, des pillages de l'or du Kivu battaient son plein. Une autre version veut que ceux qui appuient les Tutsis dans la guerre des conquêtes de la République démocratique du Congo expliquent l'invasion actuelle du Congo par la Bible. Tous les Congolais peuvent prendre des versets bibliques et lire par la Bible. En effet, la conférence de Avila, quelques versets, parce qu'il y a eu une conférence de Avila. La Avila, ça veut dire pays des Grands Lacs que les Rwandais doivent occuper, comme ils occupent là, ils doivent diriger Burundi, Ouganda et les RC et les RDC. Donc, à la conférence de Avila, quelques versets bibliques furent lus, les livres de l'Exode, que les Congolais lisent bien, comme ils lisent bien, ils aiment bien lire la Bible comme les livres les plus lus, mais les autres livres, les Congolais ne s'intéressent pas vraiment, qu'ils notent les versets bibliques. Les livres de l'Exode 4, verset 17, les livres de l'Exode 3, verset 10, les livres de l'Exode 3, verset 16 à 20, et les livres de l'Exode 17, 5 à 7. Donc voilà, je m'arrête là, M. Rémy. On aura le temps de décortiquer, mais moi je dirais que des gouvernements de Mobutu jusqu'au gouvernement de Tshisekedi, tout ça, tous ces responsables gouvernants, ils sont irresponsables et sont responsables de l'insécurité de notre pays. Et moi, je demanderai seulement à Félix Tshisekedi, pour nous prouver, comme M. Christophe demandait des preuves, qu'il arrive à fermer cette frontière. Point barre. C'est l'une des pistes de solutions. Alors, nous allons terminer l'émission. On nous accorde en tout cas 5 minutes, uniquement 5 minutes, pas plus que ça, pour que vous disiez chacun, en 1 minute, quelles seront, vous, M. Yambouya, vous venez déjà de donner une des pistes de solutions, en tout cas à retenir. Tous ceux qui nous suivent, en tout cas, retiennent également. Je pense que cette émission, nous devons la recommencer. Nous allons faire un deuxième épisode de cette émission parce qu'il y a beaucoup d'engouement, beaucoup de réactions dans notre boîte email. Et même là, il y a des appels, mais je ne peux pas prendre parce que nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Je comprends que c'est vraiment passionnant de réagir, sauf que... Mais René, vous étant que journaliste, M. René, vous pouvez poser la question à Félix Tshisekedi, pourquoi il ne ferme pas la frontière de l'Est du Congo? Or, nous sommes un pays souverain.
nous devons les fermer pour faire régner notre intégrité territoriale. Pourquoi Félix Tshisekedi ne ferme pas, ne prend pas la décision de fermer cette frontière? Parce que ça incombe sa responsabilité. Oui, mais ça, c'est une question stratégique. Hein. Il y a des raisons liées à la... Mais c'est René, il n'y a pas de question stratégique. Vous êtes en Angleterre, mais c'est René. Moi, je suis en France. Aujourd'hui, la France est attaquée au nord, ou à l'est, ou au sud. La France, c'est la première des choses, étant qu'un pays souverain, dans sa souveraineté, il doit fermer sa frontière pour faire maintenant la sécurité. Nous sommes souverains quand même, mais c'est René. Mais voilà. Pourquoi si aujourd'hui nous n'arrivons pas à fermer cette frontière, c'est que nous sommes complices de tous ces massacres à l'est du Congo. Merci, voilà. M. Yambouya. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Comme je l'ai dit, la régie nous donne 5 minutes. Nous avons déjà réduit les 5 minutes à 4 minutes déjà. Je veux, de manière équitable, vous demander en 1 minute chacun de donner une piste de solution pour chacun de vous. Quelle est la piste de solution à retenir pour qu'enfin le gouvernement congolais, que ce soit le prochain, s'il y en aura, ou celui actuel avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pourrait prendre comme initiative pour bloquer justement ce comportement hypocrite de la MONUSCO? Quelle est la solution à prendre? Quel est le conseil que vous pourriez donner au gouvernement congolais pour justement demander à la MONUSCO d'être beaucoup plus honnête? Monsieur Christophe Massamba, je pense que c'est à vous de répondre et ça sera votre mot de fin. Oui, la MONUSCO, bon, ça excusez-moi, ça ne m'intéressera pas de parler pour la MONUSCO, mais par contre, le soutien de Félix Tshisekedi est nécessaire pour la réalisation de ce tribunal international sur la RDC, tout simplement parce que de nombreux acteurs clés en RDC sont impliqués, sont cités dans ces rapports. Alors, créer ce tribunal permettra d'assainir, sera un moyen d'assainir l'espace congolais, parce que ceux qui sont mis en cause ne pourront plus vivre aussi, mener une vie aussi paisible qu'ils mènent aujourd'hui. Alors, je crois vraiment que si la preuve que l'on peut demander à Félix aujourd'hui, c'est de soutenir la création de ce tribunal pour que tout ce qui s'est passé en RDC, parce qu'il n'y a pas seulement les rapports mapping de 1993 à 2003, mais il y a aussi des rapports qui se sont succédés, jusqu'à même à l'affaire de Yumbi, où il y a eu des massacres. Il y a aussi des rapports. Il y a le rapport de Kamona Sapu. Il y a tous ces rapports M23, etc. Donc, si on a un tribunal international sur la RDC, à ce moment-là, nous aurons peut-être réglé une partie du problème. Merci. Vous exigez un tribunal. M. Yambouya a demandé la fermeture de la frontière. Et Monsieur Pascal, quelle est votre piste de solution? Qu'est-ce que vous conseilleriez en tant que président de la République? Compte tenu des faits qui ont été mis en lumière sur l'occupation du Rwanda, sur les différents massacres, et on a même parlé de la présence des différents groupes armés, de milices, voire même, M. Yambouya m'a même corrigé, il a parlé de plus de 160 groupes armés négatifs. Moi, je pense que M. Félix Tshisekedi doit d'abord fermer les frontières, comme l'a dit M. Yambouya, doit fermer les frontières sur toute l'étendue de l'Est du Congo, en partant de l'Ouganda jusqu'en Tanzanie. Il faut aussi un état d'urgence ou état de guerre sur l'Est du Congo, voire même sur l'étendue de la République, puisque le Rwandais sont maintenant partout. Ils nous ont infiltrés un peu partout, sur toute l'étendue de la démocratie du Congo. Je vois que non, en France, il y avait quand même un état d'urgence de 2 ans entre 2015 et 2017 sous François Hollande, puisqu'il y avait eu des problèmes de terrorisme
qui a bousculé un peu la sécurité, la paix en France. Donc, du coup, ils avaient imposé quand même un état d'urgence pendant 2 ans. Je pense qu'il doit quand même prendre cette décision de déclarer un état, voire même de guerre, puisqu'il y a la présence de groupes armés, renvoyer la MONUSCO, puisqu'ils ont failli à toute mission. Ils ont une autre mission que c'est qu'on nous fait, on nous laisse attendre. Moi, je pense qu'il peut faire appel à d'autres armées étrangères pour venir aider la République démocratique du Congo, des armées de pays qui ne sont pas amis privilégiés ou avec qui on a des accords bilatéraux. Il faut demander à d'autres pays un peu neutres tels que la Thaïlande, pourquoi pas le Venezuela, l'Haïti ou autres pays, la Russie, pourquoi pas. Je pense que c'est comme ça, c'est ça qu'on attend en fait de M. Félix Tshisekedi. Mais pour surtout terminer, je pense qu'il devrait créer l'union sacrée contre la guerre. C'est pas pour gérer le pays, puisque le pays est occupé, le pays est en crise. Le pays est attaqué par un groupe. Je pense qu'il doit quand même créer une union sacrée contre la guerre, puisque le Congo est attaqué. Voilà, merci. Merci. L'union sacrée, comme je le dis tout à l'heure, pendant que vous étiez en train de parler, il y a eu interférence entre nos deux échanges. L'union sacrée, vous le savez pourquoi, l'union sacrée a été créée en tout cas, mais c'est justement pour amener le président de la République à avoir son impérium, à avoir le contrôle justement de tous les appareils de l'État pour arriver à faire matérialiser sa vision politique. Ça pourrait justement le conduire à trouver d'autres solutions parce que c'est un diplomate. Il agit sur le... Excusez-moi, juste pour ajouter quelque chose, je pense que son amorphie, les silences du président Félix Tshisekedi peuvent pousser les gens à les juger de coupables d'intelligence avec l'ennemi. Moi, je Rwanda, ou voire même non. Nous sommes à la fin de l'émission. Le président Félix Tshisekedi, en tout cas de nos analyses, tout est clair. Hein, il n'est pas amorphe, hein, comme vous voulez le sous-entendre. C'est quelqu'un qui est très actif sur le terrain. Il y a un moment où vous l'avez tous critiqué de bouger, de voyager à travers le monde pour trouver des solutions pour le Congo. Voyez-vous, donc c'est difficile. Donc nous disons ici que le président de la République, quel que soit celui qui viendra, ne pourra jamais répondre aux besoins du peuple congolais. Le peuple congolais est tellement exigeant que finalement, les étrangers ont pris possession de leur propre pays. Voilà le problème. Donc, déjà, le problème, c'est le Congolais déjà lui-même. Le problème, c'est le Congolais déjà lui-même qui pose problème à l'autre Congolais. Donc, essayons de réfléchir autrement. Alors, la fermeture des frontières, la mise en place d'un tribunal pour juger les criminels ou juger les infiltrés, nous allons terminer cette émission à vous trois chers amis avec une dernière question, une petite question, la dernière en tout cas, à laquelle j'aimerais que vous agissiez avec votre honnêteté intellectuelle. Quelle chance donneriez-vous au président Félix Tshisekedi pour terminer son mandat, son premier mandat, supposé? En 30 secondes chacun. Moi, personnellement... Vous lui donneriez 30 secondes, hein, pas plus, s'il vous plaît. Moi, personnellement, ce que je lui dirais sainement, mais René, à tous les auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent, que d'abord, les changements de la Constitution et de faire une conférence de Congo-Louche que nous appelons conférence constitutionnelle, comme on a la Louba ensemble pour écrire une autre constitution qui va créer l'unité du Congo, parce que nous ne sommes pas unis dans nos valeurs, dans l'amour, dans le respect, la dignité et la justice, pour contrecarrer la conférence de Berlin qui nous a mis à pied jusqu'à aujourd'hui. Donc, la constitution qui nous pénalise, cette constitution, lui-même, Félix Tshisekedi, avec son père, Étienne Tshisekedi, ils avaient boudé, ils avaient refusé cette constitution qui n'a pas été écrite dans nos principes bantous et nos valeurs bantous. Donc, nous devons la changer dans une conférence constitutionnelle que Mobutu demanda le 24 avril 1990 jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a jamais été réalisé. Et jusqu'aujourd'hui, nous considérons que Félix Tshisekedi est encore le président de la transition. Merci. Voilà. Vraiment, il a du pain sur la planche. Vous avez demandé d'une part la fermeture des frontières, le changement des constitutions. Mais c'est Christophe Massamba. Pour terminer, qu'est-ce que vous demanderiez au président de la République? Pour terminer, je crois que
Moi, je m'aligne sur une proposition faite par un ami qui s'appelle Valentin Moubake, qui a été compagnon de Etienne Tshisekedi, qui a fait une proposition d'une conférence internationale sur le Congo. Parce que le Congo, on sait que ça a été le fruit de la conférence de Berlin. Il faut une conférence internationale où les discussions impliquent les Congolais et les étrangers. Comme ça, au moins, on sortira avec des résolutions qui feront que tout le monde a participé et tout le monde prend des engagements. Voilà cette proposition faite par Moubaki, qui a envoyé ça d'ailleurs en France pour convaincre aussi les Français, qui a envoyé ça aussi à Londres et un peu partout. J'aimerais que Félix soit regardant sur ces projets, qui essaie de voir ce qu'il peut faire pour appuyer ça. C'est appuyer ça, ça ne signifie pas que c'est pas pour lui retirer le gâteau. Mais c'est René, s'il vous plaît, mais c'est René, mais c'est Christophe, nous devons aussi comprendre une chose dans la politique congolaise depuis belle lurette, nous devons un peu écarter les étrangers dans nos problèmes. Parce que les Occidentaux, quand ils parlent de nos problèmes, quand ils font leur dialogue, ils n'impliquent pas les Africains. Alors, nous-mêmes, on peut se mettre ensemble. Nous avons des intellectuels pour discuter entre nous, sans impliquer les Occidentaux. Voilà, il faut voir ça, mais c'est Christophe. Il ne faut pas toujours vouloir international. Même ce que vous avez dit là, tribunal international, non, tribunal national, là-bas au Congo, que nos juges eux-mêmes jugent les criminels, ceux qui ont massacré les Congolais. On ne peut pas être toujours à la merci de l'international. Voilà ce que je voulais. Mon frère, je suis d'accord avec toi. Je vois la vigueur avec laquelle tu t'exprimes. Vous vous exprimez, excusez-moi. Mais je crois que nous vivons quand même dans un monde, pas dans un monde irréel. Nous avons des réalités et nous devons vivre avec ces réalités, malheureusement. Donc, c'est pour ça que je dis que ces propositions, c'est la mienne, c'est pas la vôtre. Et cette proposition-là, c'est ce que j'adresse au président de la République. Voilà, merci. Monsieur Pascal Kamani, pour terminer, nous avons enregistré déjà... Je pense que le président Félix Tshisekedi doit d'abord sortir de cette aliénation du système préétabli avec le prédateur de la RDC et aussi convoquer, comme l'a dit M. Christophe, puisqu'il faut aller normalement, pour moi, il fallait aller aux élections anticipées, puisque lui-même, en dehors de crise de légitimité, il a créé aussi une crise. Il y a quand même la crispation de la situation politique avec sa fameuse stratégie Union sacrée qui vont aboutir à rien. S'il faut faire des balances entre risques et bénéfices, je pense qu'il y a quand même beaucoup de risques sur sa stratégie. Il a changé, mais malheureusement, je ne sais pas s'il est quand même, il est bien entouré par des gens qui pourront lui apporter ses conseils. Donc, s'il continue sur cette lignée, je pense que là, il va se diriger sur un embouillissement sans issue. Merci. Merci. Voilà, je pense que c'est le mot de la fin. Voilà, merci beaucoup pour vos différentes propositions, vos différentes... Ouais, c'est un embouillissement puisqu'il n'y a pas de dénouement. Je ne vois pas d'issue dans cette stratégie Union sacrée avec les gens qui ont dénommé tout ça. D'accord. Merci, monsieur. Merci, nous avons fini en tout cas. Merci de votre participation à cette émission. C'est l'une des thématiques que vous avez voulu justement apporter votre contribution intellectuelle. Il y en a encore d'autres où nous allons parler prochainement du recensement ou des élections avant. Qu'est-ce qui va précéder, recensement ou élection? Voilà encore un sujet qui fait beaucoup de bruit actuellement dans la classe politique congolaise. Nous allons discuter de ce sujet justement lors de notre prochaine édition. Merci d'avoir participé, merci d'avoir donné autant de pistes de solutions à cette émission et d'avoir évoqué les causes lointaines justement qui font que l'insécurité soit permanente en République démocratique du Congo. Merci, vous avez été très pertinent dans vos interventions.
ce qui est normal parce que vous parlez justement avec votre cœur et avec votre esprit en même temps, et c'est avec passion en même temps que vous dégagez l'énergie, et cette énergie qui est la vôtre. On reconnaît justement les Congolais très patriotes et très nationalistes. Le Congolais aime son pays, sauf que il y a plus fort que lui. Il y a plus fort que lui justement. C'est la raison pour laquelle le Congolais n'arrive pas à trouver de vraies solutions pour son pays. Pour terminer cette émission, je vais vous lire, pour terminer en tout cas pour les téléspectateurs, beaucoup de réactions sont en train de tomber. Voilà, M. Yambouya, un téléspectateur est en train de vous remercier. Vous avez bien parlé sur les différentes propositions. L'autre dit espoir fait vivre, mais changeons nos mentalités, s'il vous plaît. On a un retard de plus de 50 ans. C'était une belle émission. Voilà, c'est une belle émission que vous avez faite. N'est-ce pas? Je ne fais que modérer les interventions. Donc, c'est à vous que revient justement la primeur de ces remerciements, de cet encouragement. Merci beaucoup. Et donc, Félix n'a pas le contrôle de la RDC, il ne contrôle rien. Il est actif en réalisant quoi? Voilà, il est actif en réalisant quoi? Un de vous l'a dit, si c'est moi qui l'avais dit, je crois, je ne sais plus, mais tel que moi, j'aurais dû quelque chose dans ce sens en disant que c'est un président de la République, il faut lui donner le temps. Il n'a que 2 ans justement de son mandat qui a été perturbé, qui est encore perturbé. Mais bon, voilà, je ne suis pas un acteur politique, verrons voir ce que ça va donner. Voilà, mes chers amis, merci. Merci beaucoup d'être passé à cette émission. Nous espérons que Franck Fanon n'a pas eu tort de dire que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Et donc, pour qu'il y ait le développement de l'Afrique, il faut que le Congo se porte à merveille avec les Congolais qui sont à l'intérieur. Donc, il faut que les Congolais aiment leur pays. Merci d'avoir participé à cette émission, chers messieurs. Vous avez été dignes, vous avez été à la hauteur. Et tous ceux qui nous ont suivis, et tous ceux qui interviennent, tous ceux qui écrivent dans notre boîte mail, nous avons eu beaucoup de messages sur notre boîte mail. Nous ne savons pas si nous pourrions répondre à tous ces mails-là, mais nous allons faire un effort pour vous répondre. Merci, vous avez été en tout cas très attachés à nous envoyer beaucoup de messages au courant de la semaine par rapport à différentes émissions que nous avons faites récemment, et l'émission d'hier également avait accroché plus d'1 personne qui ont réagi, et nous vous demandons d'envoyer vos suggestions, de nous proposer également des sujets, et nous serions vraiment à même de pouvoir les traiter ensemble. Si vous voulez participer à l'émission, il faut nous écrire, nous allons retenir votre nom justement dans le conducteur de l'émission à proposer. Merci. Comme Franck Fanon l'avait dit, l'Afrique a la forme de revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Le développement du Congo dépend des Congolais aussi. Le développement de l'Afrique viendra du Congo. Est-ce un paradoxe ou c'est la réalité? Merci, chers messieurs. Et à tous ceux qui nous ont suivis ce soir, Télé Saturne, par le biais des Canal Africa 54, vous remercie. Parce que là, en même temps, il y a des gens qui continuent à nous écrire, mais nous pouvons arrêter l'émission à ce niveau-là, l'émission à ce niveau-ci. Merci, chers amis. À très bientôt pour une prochaine édition d'ici peu. Merci, au revoir. Canal 54 TV, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal 54, Canal 54, Canal 54, Canal TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs.
By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums.